Bonjour à tous et l'Agence internationale de l'énergie est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des universités AIE Afrique. Je m'appelle Zakia Adam et je suis manager statistique au sein de l'agence et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec Alexandre Bizel pour discuter de l'importance des données météo pour analyser le secteur énergétique et aussi pour vous présenter la base de données Weather for Energy Tracker, qui est une base de données sur les indicateurs météorologiques pour le secteur de l'énergie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire une mise en contexte sur ce qui nous rassemble aujourd'hui et vous dire un mot sur l'AIE pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre institution. Donc, l'AIE a été créée en 1974 à la suite du premier choc pétrolier. C'est une organisation internationale destinée à faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays membres et elle s'est tout d'abord donnée pour but d'assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques afin de soutenir la croissance économique. L'AIE a depuis étendu son expertise à toutes les énergies. Nous étudions en détail presque tous les pays du monde, tous les secteurs énergétiques et toutes les technologies. Et avec environ 300 statisticiens, analystes, modélisateurs et experts de l'énergie qui travaillent au sein de l'agence, l'AIE assure ainsi un rôle de conseil auprès de ses membres et nous travaillons énormément sur le climat et la transition énergétique. À travers nos formations, nous collaborons étroitement avec les pays. Justement, nous avons un programme de renforcement des capacités en matière de statistiques et de modélisation pour 10 pays africains et ce programme a été mis en place avec le soutien de l'Union européenne. Au sein de notre programme, il y a plusieurs pays francophones, dont le Bénin, le Sénégal et la RDC, que je salue au passage. Finalement, je vous rappelle que vous pouvez noter la date des prochains webinaires sur le rapport du marché de l'électricité et celui du gaz qui se fera le 11 mars à 10h30. Et finalement, je vous rappelle aussi que pour être informé de toutes nos activités sur l'Afrique, nous avons nos groupes WhatsApp et notre communauté LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en faire partie. Sans plus attendre, je passe la parole à Alexandre qui vous fera la présentation sur les données météo. Merci Zakia, bonjour à tous. Alors, hop. Et voici. Donc, nous allons parler de données météo aujourd'hui. Donc, la présentation va se faire en 3 parties. D'abord, en quoi les données météo sont-elles importantes en lien avec le secteur de l'énergie. Puis, une présentation du produit de la base de données développée par l'AIE qui est le Weather for Energy Tracker. Et ensuite, cette base de données étant gratuite, disponible en ligne, je viens de mettre d'ailleurs le lien dans le chat, je vais naviguer dans cette base de données pour vous montrer les différents composants qui y sont inclus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit dans le chat ou dans le Q&A box, et on y répondra, je pense, j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc, en quoi les données météo sont-elles importantes pour analyser le secteur de l'énergie, en lien avec le secteur de l'énergie? Alors, tout d'abord, au niveau de la production, de la génération d'électricité, on peut voir sur ce graphe des données issues de 2 bases de données de l'AIE. En orange, l'irradiation solaire calculée sur une moyenne pour le pays qui est l'Australie. Et en bleu, la production observée des panneaux solaires dans le pays. Donc, on peut voir qu'il y a une corrélation assez franche bien sûr, entre l'irradiation et la production de panneaux solaires. Alors, il y a quelques différences, évidemment. Il peut y avoir des effets de marché, par exemple. Il peut y avoir un ensoleillement qui est différent suivant les différentes parties du pays, qui peut faire qu'il y a une différence entre ces deux courbes.
Mais il est important de noter qu'il y a quand même une corrélation assez franche entre les deux. Et donc, les données météo peuvent être une bonne approximation pour la production solaire d'un pays, sachant que ces données météo sont disponibles, contrairement aux données de production. Les données météo sont disponibles donc, par la base de données qui sera présentée ensuite, sont disponibles pour tous les pays du monde à un niveau journalier, et ce sur plusieurs années. Donc, c'est une première approximation, mais les données sont disponibles pour énormément de pays. Alors maintenant, au niveau de la consommation d'énergie également, donc sur ce graphe, on peut voir la puissance totale consommée pour la France en ordonnée avec la température en abscisse. Donc on peut observer qu'il y a une certaine zone de température où la puissance totale électrique consommée ne dépend pas de la température, c'est la zone verte. Et sur la zone bleue et ensuite rouge, on peut voir que quand la température moyenne du pays diminue, la puissance totale consommée augmente, ce qui est dû aux besoins de chauffage, liés aux besoins de chauffage électrique du pays. Et en noir, on peut voir également les besoins de refroidissement, climatisation. Donc, cela est dû au fait que les besoins de chauffage ou de climatisation sont corrélés, évoluent de manière linéaire avec un indicateur météo qui s'appelle les degrés jours, donc les degrés jours de chauffage ou de refroidissement, de climatisation, qui sont des indicateurs basés sur la température. Donc, on peut voir ici qu'il y a une corrélation très importante entre la puissance totale électrique consommée et la température. Et c'est quelque chose à prendre en compte lorsque l'on veut évaluer la demande, la consommation électrique d'un pays, suivant si l'on veut ajuster des effets de la température ou non. Donc, il y a une corrélation très importante entre la demande d'énergie et les indicateurs météo. Et les variables météo elles-mêmes évoluent significativement au cours d'une année, suivant les différents mois ou suivant les différentes années. Donc, sur ce graphe, on peut voir, donc, en utilisant des données issues de la base de données dont nous détaillerons par la suite, les cooling degree days, qui sont les degrés jours de refroidissement, un indicateur donc des besoins de climatisation, l'évolution des degrés jours de refroidissement pour le Nigeria au fur et à mesure des mois, et ce pour différentes années. Et on peut voir une très forte variabilité à la fois au niveau des saisons, avec des besoins en climatisation plus élevés autour des mois d'avril par rapport au mois de septembre, et une forte variabilité interannuelle également. Et le besoin total suivant les années en refroidissement, ici, lié au degré jour de refroidissement, peut être jusqu'à, ici, un écart de 28% entre les années les plus chaudes finalement et les années les plus fraîches. Donc c'est quelque chose à tenir en compte lorsqu'on veut évaluer la consommation électrique d'un pays. Donc les indicateurs météo sont capitaux pour analyser ou pour isoler les effets de la météo sur la consommation d'énergie. Alors, il y a une méthodologie qui est utilisée par l'AIE qui permet de corriger la consommation d'énergie en fonction de la température, donc de l'indicateur météo qui est la température. Donc la formule est assez simple ici, il s'agit d'un simple ratio au niveau des degrés jours de chauffe et des degrés jours de refroidissement par rapport aux moyennes annuelles. Donc là, je vois une première question dans le chat, j'y répondrai un peu plus tard si cela vous va. Donc ici, nous avons des courbes qui représentent des indicateurs de consommation d'énergétique. Donc pour des habitations, des indicateurs de consommation totale pour les habitations, pour un
une moyenne pour 20 pays AIE. Donc, on va s'intéresser principalement aux courbes violettes et vertes. Donc, la courbe verte représente la consommation moyenne des habitations, l'évolution de la consommation moyenne d'énergie des habitations par an, et la courbe violette représente cette même consommation corrigée de la température. Et ce que l'on peut observer, c'est que la courbe violette est beaucoup plus lisse que la courbe verte. Cela est dû aux effets de la météo, aux effets de variabilité annuelle de la météo. Et en particulier, on peut voir pour l'année 2009 que la consommation d'énergie augmente significativement sur la courbe verte, probablement, certainement dû à un hiver en moyenne beaucoup plus froid que les autres. On peut donc observer une augmentation de la consommation d'énergie, mais il peut être intéressant d'exclure les effets de la météo de manière à garder uniquement les effets structurels. Cette augmentation en 2009, à quoi est-elle due? Est-ce vraiment une diminution de l'efficacité énergétique? Nous avons cette méthodologie de correction de la température, la courbe violette, qui indique donc que non, une fois corrigée de la température, la consommation d'énergie par habitation, qui peut être un indicateur d'efficacité énergétique, a bel et bien continué de diminuer, comme c'était le cas au cours des années auparavant. Donc, cette base de données, je vous ai présenté ici quelques cas d'utilisation de cette base de données. Il y a énormément de variables, les possibilités d'utilisation sont infinies. Voici ici une liste non exhaustive de comment elle est utilisée actuellement par les analystes de l'AIE. Donc, en tant que données d'entrée pour le World Energy Outlook et la Global Energy Review, qui sont des rapports importants de l'AIE, les données, les degrés jours de chauffe et de refroidissement sont utilisés pour normaliser la demande d'énergie, donc ce qui revient à effectuer cette correction de la température afin d'exclure les effets donc, météo pour les données de base des scénarios de référence. Ces données sont également utilisées pour comprendre l'impact de la météo sur la demande d'énergie, sur les émissions, ainsi qu'évaluer la distribution de population qui sera impactée par les besoins de climatisation, en particulier dans le futur, puisque les données de consommation actuelles sont parfois inexistantes, ou alors, en tout cas, l'évolution de la population est amenée à changer de manière assez importante au cours des prochaines décennies. Et afin d'évaluer quelle peut être la consommation d'énergie potentielle induite, en plus des projections de population, il est important d'utiliser des données météo, de bases de données météo existantes, puisqu'il y aura des besoins de climatisation nouveaux qui pourraient être amenés à apparaître dans les prochaines décennies. Donc, les températures et degrés jours sont également utilisés dans le Climate Resilience Policy Indicator Report, donc, qui est un rapport d'évaluation de la résilience des pays au niveau de l'évolution du climat. Donc, ce sont des données moyennes sur une longue période de temps qui sont utilisées dans ce rapport, donc pour évaluer l'évolution du climat. Et les données d'irradiation solaire et de vitesse du vent sont également utilisées pour évaluer les potentiels productifs d'énergie renouvelable intermittente, que sont les panneaux solaires et les éoliennes, en particulier dans le contexte d'estimer le potentiel de production d'hydrogène vert. Donc maintenant, je vais vous présenter la base de données Weather for Energy Tracker, donc la base de données d'indicateurs météorologiques pour le secteur de l'énergie. Donc cette base de données est complètement gratuite, disponible en ligne en suivant le lien que vous pouvez trouver dans le chat. Elle inclut des indicateurs de météo à haute granularité. Il s'agit de données, les données primaires sont issues du système européen, de la base de données européenne ERA5, donc issue du système météo Copernicus. Donc ces données primaires sont utilisées par l'AIE, sont traitées afin de produire des données et de produire des indicateurs dérivés qui peuvent être utiles
pour le secteur de l'énergie. Nous avons parlé de degrés jour, déjà, par exemple. Donc, les bases de données primaires de Copernicus sont données brutes avec un haut niveau de granularité. Nous allons, par exemple, calculer de nouveaux indicateurs de degrés jour et faire des moyennes au niveau de pays. Donc, il s'agit de traiter des données primaires afin de garder des données utiles pour le secteur de l'énergie. Donc, ces données sont à destination de statisticiens, de chercheurs, de modélisateurs, d'analystes, aussi bien intéressés dans la recherche qu'un public plus large intéressé par le secteur de l'énergie. Et cette base de données est développée en collaboration avec l'Institut italien CMCC. Donc, il y a 3 outils, 3 manières d'accéder à ces données-là. Suivant que l'on veut télécharger un haut ou un petit volume de données, si l'on veut facilement naviguer, comprendre, visualiser les données, ou alors si on veut faire un travail plus intensif sur les données. La première étant la carte interactive, donc disponible sur le site web, qui permet de facilement visualiser la distribution des données suivant les différents pays et de télécharger les données sélectionnées très facilement. Donc, il s'agit principalement pour un petit volume de données, lorsqu'on veut regarder à un pays en particulier, par exemple. Il y a également un fichier Excel interactif qui, lui, inclut les données les plus importantes. Donc, à un niveau mensuel, il n'y a pas les données journalières ici, mais il y a les données peut-être les plus utiles, les plus importantes au niveau mensuel. Donc, il s'agit d'un niveau intermédiaire en termes de volume de données et de besoin de granularité. Et pour les données les plus complètes, nous avons le dépôt de données, le Data Repository, qui inclut la base de données complète. Cependant, les fichiers sont dans le format NetCDF, qui est un format de données spécifique utilisé par les analystes en données météo. Donc, il s'agit des données les plus fines, mais sont aussi réservées à un public qui a besoin d'un travail un peu plus intensif sur les données météo. Donc, il y a plus de 50 variables météo, primaires et calculées, secondaires, dans cette base de données. Les températures, bien sûr, minimale, maximale, température de rosée, ainsi que certains indicateurs de température. Des degrés jour dans différentes méthodologies, dans les méthodologies à seuil simple, dans la méthodologie Eurostat. Donc, je ne vais pas détailler ici, alors on peut en reparler ensuite si vous voulez, les différentes méthodologies. Nous avons un guide méthodologique également sur quels sont tous ces indicateurs-là. Je pourrais prendre des questions si on veut détailler sinon. Et donc, des degrés jour qui sont disponibles avec plusieurs températures de référence. Le 65 Fahrenheit utilisé dans les US ou alors les degrés utilisés par Eurostat. Des données de vent, bien sûr, d'ensoleillement. Pour les données de vent, nous calculons un facteur de charge d'éolienne basé sur une éolienne type. Quel serait son facteur de charge au pas journalier, ainsi que d'autres variables primaires, l'humidité, les précipitations qui peuvent être utiles lorsque l'on parle de barrages, par exemple, ou alors d'événements météo extrêmes. Donc, les données sont disponibles à 3 niveaux d'agrégation géographique. Premièrement, au niveau local. Donc, nous avons au niveau local, le monde est découpé, pour faire simple, est découpé en 1 million de petits carrés d'environ 30 km de côté. Donc, c'est lorsque l'on veut analyser des données météo à un niveau local pour avoir les données les plus précises possibles au niveau local. C'est aussi le niveau de granularité qui vient de la base de données primaire. Le Copernicus nous donne ces données-là à un très haut niveau de résolution. On peut être intéressé également à utiliser ces indicateurs-là
en faisant la moyenne sur un pays en entier, ou alors en faisant la moyenne sur les régions d'un pays. Donc, nous avons 240 pays et territoires couverts, donc qui couvrent la totalité du globe, et 244 entités sous-nationales pour 7 pays majeurs, très étendus en surface. Donc, nous faisons des moyennes sur des pays ou alors sur des régions de pays. Il est important de noter qu'il y a plusieurs manières de faire ces moyennes. Donc, la première méthodologie pour faire une moyenne, calculer une moyenne sur un pays, est de pondérer par la surface. Donc, il s'agit de faire la moyenne simple sur toute la surface d'un pays de l'indicateur météo. Cela peut être utile pour des indicateurs uniformément répartis sur un pays. On peut parler par exemple d'un ensoleillement moyen d'un pays. Donc, une certaine partie d'un pays ne serait pas pondérée de manière plus importante qu'une autre, par exemple. Cela peut être utile pour certaines analyses. Une autre manière de calculer cette moyenne est de pondérer par la population. Donc, il s'agit principalement des indicateurs qui sont sensibles à la répartition de la population, et en particulier des besoins de climatisation et de chauffage. Imagine que si on veut calculer la température moyenne d'un pays afin d'estimer les besoins de chauffage ou de climatisation, il s'agit de pondérer par là où la population habite dans ce pays, et non pas s'il y a une vaste zone dans un pays avec une population très faible, même s'il fait beaucoup plus froid, on ne veut pas en tenir compte, ou en tout cas on veut pondérer par là où la population habite. Et le cas extrême est finalement le Groenland, où par la pondération par la surface, la température moyenne du pays pour 2020 est de moins 17 degrés Celsius. Et lorsque l'on fait par la pondération par la population qui habite principalement près de la côte, sur une zone plus tempérée, on obtient moins 3 degrés Celsius. Donc ces deux méthodologies sont disponibles dans la base de données pour les indicateurs. Certains indicateurs vont utiliser une méthodologie particulière ou alors les deux, suivant si cela est pertinent ou non. Donc, au niveau de la temporalité des données, les données sont disponibles en données annuelles, mensuelles et jusqu'à journalières. Les données débutent à l'an 2000 jusqu'au dernier mois inclus dans la base de données, qui est actuellement décembre 2021. Donc, cette base de données est mise à jour de manière trimestrielle. Et elle inclut également les climatologies et les anomalies. Donc, ce sont des indicateurs météo, les climatologies et anomalies. La climatologie étant définie comme la moyenne d'un indicateur sur une période de référence, qui est ici de l'an 2000 à l'an 2019. Et l'anomalie est la différence entre la valeur mensuelle considérée et sa climatologie associée. Donc, climatologie et anomalie sont principalement utilisées dans le domaine météo, et les prévisions météo en particulier sont souvent données sur la base d'anomalies. Et donc, il faut corriger de la climatologie pour avoir des valeurs absolues. Donc, nous avons un guide de l'utilisateur disponible en ligne. Alors, le guide de l'utilisateur est disponible en anglais uniquement, tout comme la totalité de la base de données. Ce guide de l'utilisateur détaille comment accéder les données, la couverture des données, les définitions, les sources et les méthodologies. Donc, nous avons tenté de faire un guide qui soit facile d'accès, qui ne soit pas trop long et qui inclut toutes les données nécessaires pour l'utilisateur le plus basique, tout comme des utilisateurs attachés à avoir des définitions précises et méthodologiques de tous les indicateurs. Notre but étant d'être totalement transparent et qu'en théorie, cette base de données peut être répliquée par n'importe qui. Donc maintenant, je vais vous présenter naviguer dans cette base de données. Alors, je pense avoir besoin de changer d'écran. Voilà.
Donc, voici la page web. Nous avons au tout début la carte. Donc, sur cette carte, on peut retrouver donc, le menu en termes de granularité géographique. On peut voir ici les données grid, donc les données locales, avec un très haut niveau de granularité. Donc ici, nous voyons le CDD qui est le degré jour de refroidissement. On peut observer également la température. Donc, nous pouvons observer pour des données mensuelles, l'évolution de données mensuelles ici, ou des données annuelles également. Donc, nous avons également des données disponibles au niveau national et sous-national. Voilà. Et lorsque l'on passe la souris sur un pays ou une région, on peut observer directement la valeur associée pour le pas de temps sélectionné, avec des données disponibles jusqu'à des données journalières. Voilà. Et donc, il y a ici un bouton Configure Download, donc qui permet de télécharger des données précises, des données que l'on souhaite, télécharger. Donc là, je peux télécharger, par exemple, la température maximum pondérée par la population pour toutes les régions pour les années 2020-2021. Voilà, je clique Download et ça va créer un fichier CSV, un fichier Excel qui va être téléchargé directement sur un ordinateur. Voilà. Donc c'est très utile lorsque l'on veut naviguer, observer différentes données, sélectionner peut-être celle qui nous est la plus utile. Alors, la deuxième manière d'accéder les données est le fichier Excel. Donc, le fichier Excel, le highlights, donc les informations clés de données météo, qui est également mis à jour en même temps que la carte de manière trimestrielle. Donc, nous avons ici des informations sur les sources, ainsi que sur les définitions des indicateurs inclus. Et on peut retrouver ici, sous un format Excel, des données mensuelles. Donc ici, nous avons les données clés comme la température. La température en données mensuelles pour tous les pays du monde. Voilà, on peut voir ici les îles Åland, Albanie, etc. De 2010 pour le fichier Excel jusqu'à décembre 2021. Voilà. Et également, nous avons les climatologies de disponibles, les anomalies, évidemment. Et on peut également afficher sur un graphique les données sélectionnées. Encore une fois, si je veux prendre la température pour le Danemark, on peut observer cette variation saisonnière de température, voilà, qui permet de visualiser les données sélectionnées. Enfin, la dernière manière d'accéder les données est le Data Repository, donc le dépôt de données. Donc ici, on va retrouver donc, Grid Data, les données locales ou nationales ou infranationales. Et nous allons retrouver ici au format spécifique NetCDF les données complètes locales par indicateur, donc les degrés jours de refroidissement, l'irradiance, la température. Donc les fichiers font ici environ 1 gigabit en termes de taille. Donc il s'agit vraiment des données pour l'utilisation de données intensives, complètes. Si on regarde les données nationales et infranationales, les données sont également disponibles au format CSV. Donc, des utilisateurs peuvent être intéressés
dans utiliser des données complètes, mais au format CSV, donc, qui peut être manipulé par Excel. Voilà. Et donc, avant de répondre à vos questions, nous avons le guide utilisateur. Donc, si vous avez oublié quelque chose en lien avec cette présentation, le guide utilisateur détaille ici toutes nos sources, ainsi qu'offre une présentation de la base de données, ainsi qu'un guide, donc comment naviguer sur cette carte, quelles sont les différentes fonctionnalités proposées, où peut-on télécharger les données. Alors, on peut également comparer les données d'un pays, ce que j'ai oublié de vous présenter sur la carte. Voilà, le guide utilisateur va mentionner toutes ces possibilités-là. Indique également quelles sont les données disponibles depuis la carte, depuis le fichier Excel. Donc, toutes les données ne sont pas disponibles sur la carte, il s'agit seulement des données les plus importantes. Les données complètes sont disponibles sur le dépôt de données. Et donc, idem pour le fichier Excel. Et un peu plus bas, nous pouvons retrouver nos définitions qui incluent une définition des indicateurs, à quoi correspondent-ils dans la base de données ERA5 primaire, etc. Avec un lien vers, à la fin, la méthodologie. Donc, si je clique ici le Humidex, qui est un indicateur de température, je peux cliquer ici sur la méthodologie et j'arrive sur la partie méthodologique, sur comment est calculé cette Humidex. Et on retrouve à la fin, bien sûr, les sources utilisées. Voilà. Ce sera tout pour la présentation. On va pouvoir passer. Merci, merci Alexandre pour cette présentation très détaillée. Et pour les participants, n'hésitez pas à nous envoyer des questions dans le Q&A box, dans la boîte à questions. Et si vous voulez prendre la parole aussi pour partager avec nous votre expérience avec des données météorologiques, est-ce que vous avez des projets en cours où vous utilisez ce type de données? Et comment vous trouvez notre outil? Est-ce que ça peut vous être utile dans votre travail? Donc, n'hésitez pas. Et Alexandre, je vois que dans le chat, nous avons quelques questions de la part de Vicky. La première question, c'était comment aviez-vous défini la température seuil de 23 degrés Celsius pour le Nigeria? Alors, comment avions-nous défini Je ne sais pas si la question est en rapport avec la méthodologie utilisée ou alors pourquoi avoir choisi 23 degrés ici. Alors, on propose dans la base, alors sur le choix des températures de seuil, on propose ici plusieurs seuils dans la base de données, justement, puisqu'on peut avoir plusieurs, suivant les conventions des différents pays, ou alors suivant les hypothèses que l'on peut faire, on peut avoir différentes températures de seuil. Lorsqu'on parle de chauffage, par exemple, choisir une température de seuil est déjà un certain choix du modélisateur, puisque l'on choisit finalement la température à laquelle va être un bâtiment. Donc, il y a des conventions. La température de seuil de base de Eurostat, donc pour l'Europe, est, alors j'ai un doute maintenant, il me semble qu'il est de 20 degrés. On peut avoir des choix de certains modélisateurs d'utiliser, de faire l'hypothèse qu'un bâtiment va être chauffé moins fort et d'utiliser un seuil à 18 degrés. Alors, aux États-Unis, on utilise le 65 Fahrenheit en termes de seuil. Donc, le 23 degrés ici présenté pour le refroidissement pour le Nigeria, le seuil de 23 degrés pour le refroidissement est à peu près une température assez usuelle lorsqu'on parle de refroidissement, mais il ne s'agissait pas ici de forcément discuter de ces seuils. Cela va dépendre de ce que l'on veut faire, du pays, et nous n'avons pas forcément
de conseils particuliers en termes de seuil. C'est quelque chose qui est propre à chaque analyse. Alors, D'accord. est-ce que c'était... Ouais. Et Vicky pose une deuxième question. Puisque dans ERA5, on n'arrive pas à avoir des données d'humidité, d'où obtenez-vous les variables d'humidité? Alors, les données d'humidité viennent directement du ERA5. Alors, on peut regarder dans le user guide à quoi est-ce que cela correspond. Peut-être que... Alors, pour nous, ces données d'humidité sont prises sur ERA5, donc il me semble qu'elles sont disponibles. Alors, relative humidity. Ah, non, en effet. Oui, donc la relative humidity est calculée en utilisant la température de l'air et de la température de rosée. En utilisant donc cette méthodologie, donc les équations d'Hardenberg qui sont affichées ici dans le user guide. Donc la température, alors ça peut se faire dans l'autre sens parfois, la température de rosée est calculée en fonction de l'humidité. Et ici, on va calculer plutôt l'humidité en fonction de la température de rosée. Donc c'est certainement la manière dont RF5 a été construite. La température de rosée est plutôt ce qui doit être modélisé et l'humidité est la variable dérivée de cela. Mais elles sont, voilà, il y a cette équation, ces indicateurs sont liés. Très bien. Et dans le Q&A box, nous avons une autre question. S'agissant des anomalies que connaît la météorologie actuellement, comment avez-vous procédé à évaluer les données clés sans avoir de difficultés? Alors, par anomalie, je ne sais pas si on parle ici d'erreurs de précision ou alors le choix de la base de données ERA5, il s'agit certainement de l'une des bases de données. Alors, toutes ces données ne sont pas des données observées. Il n'y a pas 1 million de bases de données météo autour du globe. Une partie des données donc, par le système Copernicus sont le fruit de modélisation ou d'interpolation. Il s'agit cependant de données de référence. Les données de Copernicus de ERA5, elles sont largement utilisées déjà par le secteur de l'énergie et sont une des sources uniques finalement de données météo. Donc, il ne s'agissait pas vraiment de remettre en question les données primaires, mais de donner au public un outil qui permet d'accéder les données utiles qui proviennent de ERA5, qui reste quand même une base de données de référence lorsqu'on parle de données météo. Très bien. Et nous avons deux personnes dans les participants qui veulent prendre la parole. Donc, je vais donner la parole à Thierry pour poser ses questions. Il en a mis aussi dans le chat. Thierry? Vous me recevez? Oui, on t'entend très bien. Okay. Merci beaucoup. D'abord, je profite de l'occasion pour remercier l'AIE pour cette initiative qui réellement vient compléter un gap qu'il y a entre les services météorologiques pour le secteur de l'énergie. Et pour ceux qui sont dans le secteur du climat, qui font les analyses de données, ils comprennent que les données climatiques sont assez lourdes des fois. C'est super difficile d'avoir non seulement de les télécharger, et après, il faut avoir les compétences techniques pour les analyser. Et donc, je trouve cet outil très, très, très pratique pour nous, parce que ça facilite la tâche, parce que les données sont déjà process, donc nous ne devons pas les retélécharger. Et donc, ça nous facilite la tâche d'aller plus vite dans les études, ce qu'on fait moi, j'utilise beaucoup plus cette plateforme depuis l'année passée, où j'ai eu à étudier les index de degré de refroidissement pour l'estimation de la demande en complément avec les données économiques et également aussi pour les études d'impact sur le secteur énergétique en général. Je trouve l'outil très pratique et avec le visuel et l'aspect spatial, ça va beaucoup nous aider et ça va éviter majoritairement le retéléchargement des données. Cependant, je trouve que peut-être une option, bien les possibilités peut-être d'amélioration de l'outil aujourd'hui
comme ma collègue aussi, Vicky, l'a aussi mentionné tout à l'heure, c'est peut-être avoir la flexibilité dans le choix de la température de base, puisque en fonction des applications, on a à faire avec différents types de températures de base. Moi, dans mes études, par exemple, je me suis retrouvé que pour la zone ouest africaine, la température de base varie entre 24, 25 degrés, voire 25 degrés en moyenne. Donc, si on a la possibilité de pouvoir choisir la température de base et que la plateforme nous permet de pouvoir générer maintenant l'index à partir de la température de base, ça peut être une option à avoir. Bon, cela aussi nécessite aussi de la capacité de computation. Donc, c'est une amélioration bien dans ce qui va être fait, c'est peut-être de considérer une flexibilité dans le choix de la température. Et après, une autre question que j'avais, c'est aussi, j'ai pas vu que pour les données au niveau local et infranational, c'est déjà disponible pour les pays africains. Je pense que je suis au niveau du web, FACA, ce n'est pas disponible. Je ne sais pas si pour le moment, c'est pas encore ça ou bien ça va être fait après. La donnée au niveau local et subnational pour les pays africains. Et donc, voilà ma petite contribution à ce que fait de nous, vraiment l'initiative qui vient vraiment aider à faciliter la tâche pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry pour avoir partagé ton expérience avec l'outil. Et on est vraiment ravis de voir que il y a des personnes qui l'utilisent déjà depuis un moment et qui le trouvent utile. Donc, Alexandre, si tu veux lui répondre par rapport aux questions de choix de température, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager à faire plus tard? Donc, au niveau du choix du choix de la température de base, alors les données ne sont pas recalculées à chaque fois que l'on sélectionne quelque chose sur la carte. La base de données primaire, les données au niveau local sont des données extrêmement lourdes. Donc, on ne peut pas, hélas, recalculer quelque chose, avoir une base de données en sortie qui est dynamique avec quelque chose en entrée. Nous sommes obligés alors pour l'instant en tout cas, nous sommes obligés d'effectuer tous les calculs au niveau pour des questions pour des questions de taille de base de données, en fait, pour des questions pratiques, matérielles, de faire les calculs en amont et ensuite de les porter disponibles pour les utilisateurs. Alors, à court terme, ce que je pourrais dire, ce serait s'il manque certaines températures de base, peut-être de nous envoyer un email et de suggérer d'autres températures de base, ou alors que l'on pourrait… Alors, toutes les températures de base ne sont pas forcément disponibles sur la carte. Elles sont disponibles dans le repository, dans le dépôt de données, mais pas sur la carte. Donc, il peut être utile de dire quelles sont les températures de base qui pourraient être utiles et on pourrait réfléchir à les calculer ou à les ajouter sur la carte. Maintenant, quelque chose avec un menu et une sélection dynamique est quelque chose qu'à court terme, nous ne pouvons pas faire maintenant. Mais on peut ajouter certainement des nouvelles températures de base dans nos calculs, complètement. Très bien. Donc, Thierry, n'hésite pas à revenir vers nous par email sur emissions@iea.org pour nous suggérer des températures que tu penses les plus courants qu'on pourrait rajouter dans la base de données. Et nous avons aussi deux autres personnes qui voudraient prendre la parole. Nous avons Jean-Marie. Je vais te donner la permission de parler. Alors d'abord, oui, Thierry demandait au niveau des données locales Ah et oui, il y avait infranationales. aussi ça aussi, excuse-moi. Ouais. Alors les données locales sont disponibles déjà. Alors on ne peut pas les télécharger directement depuis la carte. Comme je l'ai expliqué, ce sont des données qui sont très lourdes en termes de volume de données et donc elles sont disponibles depuis le dépôt de données uniquement. Alors en cliquant ici sur la carte, sur le point d'interrogation, nous sommes redirigés vers non pas ici. Si on clique sur Download dans Grid, on devrait nous rediriger vers le dépôt de données. Ah non, ça ne marche plus. Bon, ce n'est disponible que depuis le dépôt de données et pas au format Excel. C'est à cause du volume de données qui est trop important au niveau local. Voilà. Car les données locales sont disponibles pour le monde entier. Et au niveau régional, infranational, alors pour l'instant, nous avons testé, c'est quelque chose d'assez récent, avec 7 pays.
peut-être que l'on va l'étendre à d'autres pays, voire oui, à beaucoup plus de pays. Justement, c'est important d'avoir des retours utilisateurs, comme vous venez de le faire, Thierry, pour comprendre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est important, et ensuite de le développer. Donc, si vous avez certains pays en particulier, idem, n'hésitez pas à envoyer un email à emissions@aia.org et on saura qu'on peut étendre la couverture de données sur cet aspect-là. Très bien. Et donc, maintenant, on passe à Jean-Marie. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser une question ou partager une expérience? Non. Sinon, il y avait aussi Monsieur Vicky Gaffi qui voulait... Alors, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui. Ah, c'est pas Monsieur Vicky, c'est Ah Madame. oui. Bonjour, madame. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, c'était pour revenir sur la température seuil pour le calcul des régions de refroidissement ou de chauffage. Bon, moi, je prends particulièrement le cas de l'Afrique de l'Ouest où on refroidit, donc du coup, on ne chauffe pas. Et dans le cas de nos études, nous avons considéré donc des températures donc, variant entre 20 et 24 degrés parce qu'effectivement, comme Alessandre l'a dit, merci beaucoup Alessandre pour cette très belle présentation. Et de façon objective, il n'y a pas de température typique qui existe. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une sensibilité, une analyse de sensibilité autour donc, de la température seuil, qui nous permet de pouvoir voir, en fait, lorsqu'on faisait varier la température seuil, on avait de 20 à 24 degrés, on arrivait à avoir la même performance pour les modèles. Donc, du coup, nous avons choisi pour notre zone d'étude qui était l'Afrique de l'Ouest, de considérer donc une température seuil allant de 20 à 24 degrés. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle j'avais posé à savoir pourquoi 23 degrés typiquement pour le Nigeria. Alors, donc je voulais aussi m'appuie donc sur la question donc de Thierry donc demandait à savoir en fait est-ce que donc, les données donc pour l'Afrique en fait quels sont est-ce qu'on pouvait avoir pour l'Afrique donc des données locales pour l'Afrique de l'Ouest spécifiquement pour moi en fait. Voilà la question que je voulais ajouter à cela. Merci. Merci beaucoup Vicky. Donc, au niveau des seuils, on a également deux méthodologies au niveau des seuils. Celle avec un seul seuil, finalement, qui est le même seuil pour le déclenchement du chauffage ou de la climatisation et du calcul des degrés jour. Et on a également la méthodologie Eurostat, qui est calculée ici avec deux seuils. Un seuil de déclenchement climatisation au chauffage et un seuil de calcul des degrés jour finalement. Donc oui, le choix des seuils, etc., est quelque chose d'assez compliqué, ou en tout cas, il n'y a pas une réponse absolue. Justement, ici, on a voulu inclure les différents seuils et les différentes méthodologies également. Alors, juste une question. Vous dites, vous avez donc choisi non pas un seuil, mais d'utiliser de 20 à 24. Est-ce que ça veut dire que toutes les analyses sont faites avec les différents seuils, avec les différents cas? Est-ce qu'il y a une étude de sensibilité systématique qui est faite avec ces différents seuils, ou comment est-ce que vous utilisez finalement plusieurs seuils, plusieurs températures? À un moment, souvent, il nous faut un input dans le modèle. En fait, dans ce sens-là, comme je le disais, en fait, on a fait une analyse de sensibilité donc, autour donc, des températures seuil. Et donc, on a pu remarquer qu'en fait, entre 20 et 24 degrés Celsius, on arrivait à avoir que les mêmes performances pour l'ensemble des modèles. Donc, du coup, comme on avait les mêmes performances, on a finalement choisi 20 degrés comme température seuil pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Et quel type d'analyse vous faites dans votre travail? Alors, dans notre travail, en fait, on a essayé de regarder un peu quelle était la météo-sensibilité de la demande. En fait, quel était, par exemple, l'effet de la météo sur la consommation de l'électricité dans les villes d'Afrique et spécifiquement de l'Afrique de l'Ouest, en fait. Et nous avons travaillé sur 12 pays, dont 10 en Afrique de l'Ouest et 2 en Afrique centrale.
D'accord. Est-ce que vous pouvez, ce serait bien de suivre, d'avoir une petite réunion après pour savoir un petit peu plus de ce que vous faites, si vous avez des rapports que vous publiez dessus. Nous, on aimerait bien apprendre un petit peu plus sur ce que les pays font avec les données météo. Donc, ce serait vraiment intéressant pour nous. Oui, oui, c'est possible. En fait, nous l'avons fait dans le cadre de notre thèse de doctorat. Donc, les articles sont en cours de publication, c'est pas encore D'accord. publié, mais on pourra toutefois échanger, et puis voilà, avec l'équipe, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi mon collègue Thierry, actuellement aussi, qui travaille un peu sur ces mêmes questions aussi. Donc, je pense qu'on peut toujours collaborer, toujours échanger, voilà. On aimerait bien apprendre de vous aussi parce que voilà, on fait beaucoup de choses, donc je pense que et je tiens à réitérer les remerciements qu'a fait Thierry, parce que c'est une base de données qui nous sera très utile pour l'ensemble voilà, des personnes qui utilisent ces données-là. Donc, du coup, une fois encore, merci beaucoup pour ce beau travail. Merci. Merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Donc, Au niveau des... Oui. Ouais, juste Vicky, vous avez mentionné les données locales pour l'Afrique de l'Ouest, pour obtenir les données locales. Donc, encore une fois, les données locales, de par le volume de données, ne peuvent pas être accédées directement sur la carte. La carte permet de visualiser. On ne peut pas télécharger les données directement depuis la carte, mais les données locales sont disponibles. Alors, si je peux. Donc, si l'on va dans le dépôt de données, ici, donc dépôt de données Grid Data, ce sont les données locales. Monthly Values, les données mensuelles. Ici, nous avons toutes les données locales qui incluent le monde dans sa globalité, et donc qui incluent également l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas dans un format aussi facile d'accès que le format Excel, encore une fois, mais cela est dû au volume de données qui est trop important. Donc, ce sont des données au format NetCDF, mais les données existent. Alors, ce format de données n'est pas non plus extrêmement compliqué à utiliser. Il y a de la documentation disponible en ligne. Il faut utiliser des outils tels que Python ou R afin de récupérer ces données. Et donc, en utilisant ces fichiers-là, on peut, sans trop de complications, aller récupérer les données à certains points en particulier. Donc, les données sont disponibles ici. Si vous avez en tête une autre manière dont on pourrait présenter les données locales, nous serions heureux d'entendre à quoi vous pourriez penser, mais il y a toujours cette limite du volume de données qui est assez conséquent. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on présente ces données-là. On les met à disposition dans ce format-là. Voilà. Très bien. Et elle vient de te répondre que c'est parfait pour elle, les données dans ce format-là. Donc, c'est très bien. Et il y a Thierry aussi dans le chat qui nous qui a mis un commentaire. Ce serait intéressant aussi dans le long terme d'envisager d'avoir des données de forecast de ces indices pour des applications de forecast de la demande énergétique. Donc, est-ce que tu penses dans le futur, on pourrait étendre cette base de données pour rajouter des projections? Alors, nous réfléchissons, nous travaillons sur des forecasts au niveau saisonnier, mais bon, les prévisions sont assez... Les prévisions sont un sujet assez sensible lorsqu'on parle de données météo, puisque les prévisions météo sont beaucoup moins déterministes. On est plus sur des modèles probabilistes, statistiques, un peu plus complexes, et on ne peut pas facilement établir une seule température qui serait la température de prévision moyenne, si l'on veut. Ça n'existe pas vraiment une température de prévision moyenne quand on parle de prévision météo. Et pourtant, nous sommes conscients que c'est ce dont les utilisateurs devraient chercher. Donc, c'est assez délicat au niveau des prévisions météo. Nous y réfléchissons, mais voilà, c'est un sujet assez compliqué dans le contexte d'analyse de données qu'on présente. Mais on y pense. Très bien, merci. Donc, c'est bien qu'on pense comme les utilisateurs. Donc, Alexandre, il a partagé aussi dans le chat, je vois un lien vers les données du grid pour télécharger les données au niveau subnational, c'est ça? Oui, les données locales sont disponibles ici. Voilà. Très bien. Et
J'essaie de voir, est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient prendre la parole? Nous avons encore 2 petites minutes où on peut discuter encore un petit peu. Donc, n'hésitez pas à soit envoyer la question dans le chat, dans la box questions-réponses, ou lever votre main pour prendre la parole. Il y a une question. J'aimerais savoir si les données de l'Afrique centrale, précisément de la RDC, sont disponibles dans la base. Donc, je pense que oui. Donc oui, les données locales et les données nationales sont disponibles sur le monde entier. On peut, si on regarde par exemple sur la carte, Donc, si tu cherches voilà, la RDC, les données sont ici. voilà. Voilà. Tous les pays sont disponibles et traités également ici. On a juste les données infranationales, régionales, qui ne sont pas disponibles pour tous les pays. Il s'agit d'un test pour l'instant, mais les données calculées au niveau national sont disponibles pour la RDC comme pour tous les autres pays. Voilà. Voilà. Donc, j'ai repartagé le lien qu'un participant a demandé pour télécharger les données. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture la séance? Et n'hésitez pas, même après, à... On a une personne qui a levé la main, Manix. Je vous ai donné la permission de parler. Donc, Bon, merci madame pour la parole. En fait, c'est moi qui ai posé des questions sur qui hier et cette dernière question pour les données se retrouver en RDC. J'aimerais savoir quelle est la politique que AIE a mis sur place pour être à contact à chaque fois avec ses collaborateurs, entre autres nous qui sommes les experts qui vous suivent de près. Pourquoi? Parce qu'on veut être en étroite collaboration à chaque fois qu'il y a des données qu'il faut collecter, ou soit des interventions, que nous soyons à parfait à lieu place, que nous puissions venir juste intervenir pendant les webinaires. Merci. Merci pour la question. Donc, Alex, je ne sais pas si tu as bien compris. Donc, le monsieur, il voudrait savoir comment est-ce qu'on échange avec nos collaborateurs et quand est-ce que les données sont mises à jour, c'est ça? Alors, il faut savoir que ces données-là, il n'y a pas de collection ou de collaboration directe avec les pays. Il s'agit de données météo qui sont complètement dérivées de la base de données Copernicus. Alors, nous relayons finalement les données de Copernicus. On n'a aucun contact direct avec des météorologistes dans les pays. Alors ensuite, les bases de données Copernicus sont issues d'observations in situ, d'observations satellitaires, de modèles, interpolation, dont je ne connais pas exactement la méthodologie. Et je ne sais pas si dans ce modèle de Copernicus, il y a une collaboration avec les instituts météorologiques des pays en eux-mêmes. En tout cas, de notre côté, il n'y a pas de collection de données comme on peut l'imaginer avec les statistiques énergétiques, etc. Ici, il s'agit juste de manipuler des données existantes. Voilà. C'est vraiment du traitement pur de données voilà. et on n'a pas vraiment de contact direct dans les pays avec les météos. Et qui dépasse le cadre de l'énergie de toute façon, donc ce sont des données météo. Donc, ouais. Donc, nous, notre base de données, elle est mise à jour tous les trimestres, c'est ça, Oui. Alexandre? Oui. Voilà. Et après, les données, c'est tous les trimestres, mais on n'envoie pas d'alerte aux gens pour dire que la base, elle est mise à jour ou quelque chose, non? On a une newsletter, on envoie sur la newsletter. Alors, je vous invite à... Si la vous voulez suivre newsletter de l'AIE, c'est ça? De Statistics. Oui. Donc, le newsletter Statistics de l'AIE. Si vous voulez voir les avancées de l'AIE, je vous invite à vous inscrire au newsletter AIE. C'est ici que l'on publie sur le nos site avancées. web, non? Sur le site web de l'AIE, on peut... les gens, ils peuvent s'inscrire au newsletter. Je crois que si tu vas dans... Newsletters. Voilà. Peut-être on peut mettre ce lien-là dans
Statistics, Voilà. par exemple. Comme ça, vous êtes au courant de tous les mises à jour et tous les updates que nous faisons. Merci. Et on va prendre une dernière question, Alex, même si on a dépassé un petit peu le temps. Donc, il y a Lucinde qui pose une question. Bonjour, je suis intéressée par les données sur la pluviométrie en Afrique centrale par rapport avec les épisodes étiage. Donc, nous avons des données. Nous avons les données precipitation, donc de pluviométrie, qui sont un des indicateurs présents dans la base de données. Et nous avons également le runoff, donc le runoff qui est le ruissellement, les données de ruissellement, qui sont peut-être utiles lorsqu'on parle d'épisode d'étiage, dans la base de données, donc disponible également au niveau national et au niveau local. Donc ensuite, il est suivant les utilisations, de voir est-ce que c'est utile d'utiliser des données au niveau national de précipitation. Est-ce que c'est représentatif ou est-ce qu'on veut observer des données à un niveau vraiment local? Voilà, ça dépend des utilisations. En tout cas, nous publions des données locales et des moyennes nationales de précipitation, de ruissellement, de chute de neige qui seront un peu moins pertinentes ici. Voilà, c'est inclus dans la base de données. Je vous invite à regarder le guide utilisateur, inclut toutes les données qui sont présentes ici. Voilà. merci beaucoup Alexandre. Donc, pour clôturer, je voudrais remercier à tous les participants d'être venus nous écouter aujourd'hui. J'espère que ce nouveau type de format des webinaires AIE Afrique vous plaît. Nous allons essayer de vous présenter plus d'outils, en plus des rapports de l'AIE qui sortent. Nous pensons que régulièrement, vous présentez des outils de l'AIE qui peuvent vous aider dans votre travail. On va essayer de faire ça plus souvent. Et si vous avez d'autres questions par rapport à l'outil, je sais que il vous faut du temps pour vous familiariser avec l'outil, regarder tous les documents en ligne et tout. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des commentaires, des suggestions pour améliorer l'outil sur l'adresse mail que Alexandre vous avez partagée. Donc, c'est emissions@aie.org. Est-ce que tu peux le mettre dans le chat box, s'il te plaît, Alexandre? Et vraiment, on aimerait beaucoup échanger avec vous sur l'utilisation que vous pouvez en faire et, si possible, vous aider aussi dedans. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir.